Salut les amis, bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec notre ami Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci Monsieur Cohen encore une fois pour votre disponibilité. Alors Oui, on va commencer, il y a pas mal de choses à dire cette semaine, hein, une actualité, une semaine assez mouvementée sur le plan de oui, l'actualité. Et on avait une question qu'on avait laissée un petit peu en fin d'émission la dernière fois, c'était concernant une, euh, comment dire, une possible attaque de l'armée israélienne sur Alger en 1988, à l'époque, lors de la création justement de l'État palestinien à Alger. Et du coup, vous aviez regardé un petit peu, vous aviez fait un petit peu votre recherche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ce soir? bon, effectivement, enfin, d'après ce que j'ai pu trouver, c'est que il y a eu, enfin, il devait y avoir, enfin, il y a eu un congrès national palestinien en 88, et bon, il devait déclarer un État palestinien, et apparemment, les Israéliens, bien sûr, auraient eu vent de l'affaire et ils auraient décidé de bombarder le Congrès national palestinien en Algérie. Ça me paraît quand même un peu. Bon, je veux dire, il y a eu déjà des précédents. C'est pas la question n'est pas de savoir si les Israéliens ont été saisis d'un scrupule moral d'aller tuer des civils ailleurs. Ils l'ont fait au Liban, mais ils l'ont fait en Tunisie. Enfin, pour ceux qui se souviennent, je ne sais plus en quelle année exactement, 89 ou quelque chose comme ça, autour de 89-90. En Tunisie? Oui, En Tunisie, c'était en 85. à 85, d'accord. Bon. Et donc, il y avait Abou Iyad, le numéro 2 de l'OLP, qui dormait tranquillement chez lui avec sa famille. Et les Israéliens ont envoyé un commando, enfin, par avion, et puis il y a des gens qui attendaient à la plage. Enfin bon, c'était une opération, disons, techniquement, c'était très bien ficelé. Bon, les sionistes aiment bien faire ce genre de coup. A priori, ils n'étaient pas très bien gardés puisqu'ils ne pensaient pas que quelqu'un allait venir l'attaquer là. Mais voilà, c'est la technique sioniste, c'est-à-dire éliminer l'adversaire et donner un avertissement à l'adversaire pour dire, et d'ailleurs c'est leur formule qu'ils aiment bien utiliser, on vous pourchassera. Non, il y a une formule qui est assez particulière puisqu'elle est traduite de l'hébreu, même de l'hébreu biblique. Nous avons le bras long pour vous atteindre là où vous serez. Voilà. Et donc ils aiment bien gonfler les muscles et montrer de quoi ils sont capables. Et donc, a priori, ils auraient voulu bombarder, mais là, enfin, ça paraît quand même un peu. Bon, en tout cas, disons d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il y a eu un vol des avions israéliens vers l'Algérie. L'Algérie aurait détecté ces avions. Je parle au conditionnel parce que, bon, c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a des éléments, mais a priori, je ne suis pas arrivé vraiment à déterminer ce qui était conforme à la réalité ou pas, voilà. Et donc, les forces de défense algériennes se sont mises en état d'alerte et ont montré leur disposition à se défendre. Et donc, les Israéliens auraient rebroussé chemin, voilà. Bon,
est-ce que moi je crois pas que même s'ils avaient envie d'attaquer, je crois pas qu'ils seraient allés jusqu'à bombarder tout un congrès national palestinien composé de plusieurs dizaines de membres. Enfin, je pense, parce que ça aurait fait, comment dire, c'est pas qu'ils aient des scrupules, mais c'était vraiment trop gros. Ok, éliminer une ou deux personnes, enfin bon, mais ceci dit, il est très possible qu'ils aient eu cette intention. Voilà. Vous savez, il y a souvent aussi une part de manipulation médiatique, de manipulation de renseignements, de l'information. Voilà, moi, c'est pour ça que je prends cette affaire avec un peu de prudence, parce que, en fait, parce que finalement, on était sûr de rien, voilà. Ce dont on suppose que, enfin, il y a eu des avions a priori israéliens qui seraient dirigés vers l'Algérie. Combien, enfin bon, voilà. Donc, mais ça montre qu'à une époque, et ça n'a pas changé d'ailleurs, sauf qu'à une époque, les Israéliens aimaient bien faire ces coups-là, mais encore une fois, ils ont assassiné des dirigeants de l'OLP. Ils n'ont pas hésité à assassiner, pas des dirigeants armés qui étaient pour la lutte armée, mais au contraire, ils assassinaient des personnalités qui militaient pour une solution pacifique. Ou par exemple, ils avaient assassiné, je me souviens, à Beyrouth, bon, j'ai oublié le nom, mais d'un responsable de l'OLP qui assurait des liens avec la CIA. C'est-à-dire que la CIA avait établi ce lien avec l'OLP pour, disons, ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. C'est pas qu'ils étaient copains, mais disons, quand la CIA était tranquille au Liban de savoir qu'un responsable de l'OLP était chargé de leur dire ce qu'il en était du point de vue de la sécurité, etc. Et pour l'OLP, c'était une façon d'établir une forme de respectabilité et de reconnaissance par les Américains. Et ça, c'était insupportable pour les Israéliens, c'est-à-dire qu'il y ait un Palestinien, un dirigeant de l'OLP, qui arrive à ce niveau de responsabilité, et donc il l'avait éliminé. Voilà. Bon, ça fait partie de cette guerre de l'ombre que malheureusement, enfin bon, c'est typique. Mais vous savez, je voudrais juste élargir un petit peu le spectre. C'est que les sionistes n'avaient pas hésité à assassiner, par exemple, un notable juif de Jérusalem en 1924. Non, en 1900. Oui, c'est ça, en 1924. En 1904. Là, je commence à avoir un petit peu de doute. Je commence à avoir un doute. 1904 ou 1924. Bon. Est-ce que quelqu'un peut aller sur Google et chercher Jacob Dehan? Jacob avec J. Jakob, D-E, de loin, plus loin, D-E, plus loin, H-A-N-A, H-A-A-N. Jacob Dehan. Voilà. Je pense que c'est plutôt 1924, mais bon. Vous voulez savoir quoi exactement par rapport à L'année où il a été assassiné. Et s'il y a une 30 juin photo de lui, 1924. 24, voilà. Et s'il y a une photo de lui, montrez-la parce que c'est pas mal, parce qu'il était habillé en palestinien. Je ne sais pas si vous avez vu une photo de lui, Wally.
Oui, je vais regarder, je vous la mets. D'accord. Et donc, ce monsieur, qui était un notable et qui faisait partie d'une vieille famille juive d'origine hollandaise, d'où son nom, installé à Jérusalem depuis plusieurs générations. Donc, ce notable était en train de réunir une délégation de Juifs et de Palestiniens pour aller à Londres. À l'époque, on n'allait pas à Londres comme ça. C'est-à-dire, c'était toute une organisation, parce que bon, c'était pas la route, le train, etc. Et pour aller dire aux Anglais, écoutez, ce projet sioniste est un projet qui va susciter le conflit, la guerre, la violence, etc. Nous vous prions de mettre une sourdine au projet sioniste. Voilà, parce que nous vivons très bien juifs et palestiniens ici, et ce projet sioniste va mettre le feu dans la région. Il a été assassiné par les sionistes. Et en 1961, un ou deux de ces assassins qui étaient toujours en vie a déclaré à la télévision israélienne: j'ai participé à son assassinat et j'en suis très fier. Donc la politique d'assassinat, voilà, vous voyez un juif palestinien installé à Jérusalem, assassiné par les sionistes. Voilà. Et, et donc, en fait, l'exemple dont on parle, c'est que les sionistes ont érigé l'assassinat et les menaces mafieuses en, en méthode de gouvernement ou de harcèlement ou d'élimination des adversaires. Il ne faut pas oublier qu'en 1949, les sionistes ont assassiné le comte Bernadotte. C'est l'envoyé spécial suédois dans la région pour établir et séparer les belligérants et faire respecter le plan de partage, les frontières. Donc il a été assassiné par les sionistes. Donc ce qui s'est passé à Alger, ou ce qui a failli se passer à Alger, je voudrais juste le replacer dans le cadre de cette politique d'assassinat, voilà, c'est-à-dire on assassine les gens qui se mettent en travers de notre route. Voilà. Alors, alors très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, concernant cette affaire, il y a bien des traces sur Internet, hein. On arrive à Oui, oui. retrouver des éléments. Et, et bon, quand on se dit que c'était il y a presque 40 ans, hein, aujourd'hui 36 ans, je crois. Oui. Donc c'était, Il y en a tout cas, 40 ans. si, ouais, en tout cas, si l'armée, du moins l'armée, les services de sécurité algériens avaient pu déjà à l'époque détecter via les radars, tout ça, des avions en direction d'Alger. Bon, on peut se dire que déjà à l'époque, ils étaient déjà bien armés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être? Je vais passer la main à quelqu'un sur TikTok. Pardon, alors une seconde. Oui, TikTok et je reviendrai sur X juste après. Saïd, tu es avec nous? Bonjour, salam alaikum altitude. Alaykoum salam. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Bonjour également donc à notre cher Monsieur Jacob Cohen. Je suis très Bonjour. enchanté, très honoré de pouvoir donc lui parler. Et j'aimerais aussi lui dire que je suis un concitoyen donc de Montréal et on espère vraiment très bientôt, pourquoi pas, pouvoir vous revoir, Monsieur Cohen. Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Merci. Donc, ma seule et unique question, Monsieur Cohen, ce serait de savoir, selon vous, ne pensez-vous pas que les régimes arabes, et je dis bien tous les régimes arabes sans exception,
Pardonnez-moi, il y a peut-être un petit peu de bruit parce que je suis sur la route. Donc, pour poursuivre la question, je vous dis, pensez-vous que les régimes arabes, tous sans exception, ne sont pas secrètement, c'est-à-dire sous la directive de l'Occident ou probablement même du sionisme international? Et je m'explique, quand on voit notamment, disons, la situation de délabrement, c'est-à-dire du monde arabe de façon générale, on peut que se dire qu'il y a probablement, potentiellement, disons, quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, à savoir, disons, des régimes qui sont mis en place dans le but de justement ne pas permettre à ces sociétés même de pouvoir, disons, se développer et progresser. Donc voilà. Ok. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, le monde arabe, disons dans les années 50, c'est-à-dire au moment où ils ont eu leur indépendance, 50, 60, enfin, la plupart ont eu leur indépendance dans les années 50, tous n'ont pas joué le jeu du sionisme ou de l'impérialisme américain. C'est pas vrai. C'est-à-dire, on peut citer l'Égypte, qui a nationalisé le canal de Suez et qui s'était tourné vers l'URSS. On peut citer la Syrie, on peut citer la Syrie qui s'est alliée avec l'Égypte pour former la République arabe unie, l'Irak, la Libye de Kadhafi, l'Algérie. Non, en fait, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que ces régimes n'ont pas été suffisamment forts pour résister à la pression américano-sioniste. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on lui donne l'impression d'être soumis. Mais si certains l'ont fait de gaieté de cœur, je pense surtout aux monarchies, au régime monarchique, les autres ont tenté par tous les moyens, pendant des décennies, ont tenté de mener une politique indépendante. Mais face à la puissance américaine, aux attaques d'Israël, aux destructions, aux guerres, aux menées subversives. Regardez ce qui est arrivé à Saddam Hussein, à Kadhafi, à la Syrie. Donc en fait, ces régimes, si aujourd'hui ils donnent l'impression d'accepter de se soumettre au joug américano-sionistes, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire ils ont été battus, ils ont été détruits. Et donc, voilà, bon, ils ont été vaincus, voilà. Et donc, ils ne peuvent pas faire autrement que de se soumettre. Et encore, disons que la soumission n'est pas totale et absolue. Par exemple, il y a quand même des mouvements de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, quand ils se rapprochent de l'Iran ou des BRICS, c'est une façon de montrer quand même que, ou l'Algérie par exemple, quand ils se rapprochent des BRICS, c'est quand même une volonté, montrer cette volonté de chercher des appuis suffisamment forts pour prendre leur distance. Donc, si les pays arabes donnent cette impression que je partage en grande partie, mais ce n'est pas par la volonté, ce n'est pas que dès le départ, ils ont agi secrètement, ils ont été complices de l'axe américano-sioniste en secret. C'est pas vrai. Voilà. Très bien, merci pour la réponse. Je vais aller sur Twitter. Bonsoir. Salam alaikum, Mouas. Oui, wa alaykoum salam, Wally. Bonsoir, Monsieur Cohen, bonsoir, Wally. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, Très merci. bien. Alhamdoulilah. Donc, Monsieur Cohen, moi j'aurais une petite question. En fait, ça concerne l'histoire même, vu que là c'est sur un peu le Maroc, le Sahara et l'Algérie et le sionisme. En fait, ça concerne un peu la mentalité du peuple marocain quand on commence, nous les Algériens, à la découvrir. Ça paraît un peu bizarre, mais nous, on n'a pas vraiment grandi avec, je dirais pas cette haine ou cette virulence vis-à-vis de la monarchie marocaine, mais réellement, en tout cas, du peuple algérien.
c'est juste, je sais qu'il y a un problème par rapport au Sahara occidental, etc., mais les trahisons, on les connaît, donc par rapport à 67, tout ça, mais on n'a jamais vraiment eu une animosité par rapport à ce peuple. Mais là, depuis quelques temps, et depuis le 7 octobre, et depuis, depuis un an en tout cas d'intention de génocide, on ressent quand même qu'on a l'impression que les Marocains, ils ont fait un choix très très clair, et là je parle réellement du peuple, de choisir le Sahara occidental qu'ils considèrent comme le leur, ça c'est notre débat, au lieu de choisir justement de défendre les Palestiniens et d'arrêter ce carnage qui est en train de se faire. Donc c'est cette sorte d'hypocrisie. Nous, on a du mal avec, en fait, franchement, honnêtement, en tant qu'Algérien, on a du mal à l'entendre parce que c'est inaudible. Donc je ne comprends pas, est-ce qu'il y a eu un endoctrinement qui est fait dès le berceau, donc avec un système scolaire qui est fait par le lobby en France, etc., qui fait que les Marocains sont endoctrinés à faire front devant le roi, parce que je suis désolée, ce roi, on ne peut plus le défendre, il fait des dingueries. Quand il reçoit BHL et toute la smala sioniste, moi, en tant qu'Algérienne, je connais les Algériens, ça pourrait pas se passer, on peut même pas l'envisager. Mais eux, ils te disent oui, mais c'est pas grave, c'est pour notre bien. Donc je me dis, il y a un endoctrinement qui ressemble fortement à l'endoctrinement israélien quand ils disent mais on est en train de se défendre, mais les Arabes c'est nos ennemis, mais les Palestiniens c'est tous des terroristes, etc. Donc j'ai l'impression d'avoir affaire vraiment au même mécanisme, c'est-à-dire le mécanisme israélien ressemble fortement au mécanisme de la population marocaine. Donc c'était ça la question. Merci. Alors, je vais tenter d'expliquer. En fait, moi j'ai vécu, je suis retourné au Maroc, j'ai vécu de 78 à 87. Et donc 78, ça veut dire le Maroc, 3 ans après la marche verte, organisée par Hassan II pour récupérer le Sahara occidental. Bon, et on ne peut pas imaginer quand on ne connaît pas, enfin si j'avais vécu hors du Maroc, j'aurais pas pu vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans la société marocaine. C'est-à-dire que l'affaire du Sahara, en tout cas telle que je l'ai vécue moi, enfin j'étais là-bas 10 ans, j'étais maître assistant à la fac, et ça a été, disons, le Sahara occidental était devenu une affaire nationale essentielle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de France. Vous savez, l'Alsace et la Lorraine qui ont été perdus en 1870, pour les Français, ça a été un déchirement terrible. C'est-à-dire que les Français n'ont jamais cessé de penser à l'Alsace-Lorraine. Bon, moi, je ne vais pas parler aujourd'hui de la légitimité ou pas, de la marocanité ou pas. Je vous dis seulement ce qui s'est passé dans la société marocaine. Voilà. C'est-à-dire que c'est une société, un pays qui a récupéré un territoire qui était censé lui appartenir, qui a mis des moyens colossaux, qui a fait des sacrifices énormes et qui a l'impression d'avoir un voisin qui le harcèle pour le couper de ses... Je vous donne l'état d'esprit, d'accord? J'essaye de vous expliquer l'état d'esprit, voilà. Donc, ne m'attribuez pas, ne me prêtez pas des conclusions, d'accord? Voilà, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai vécu 10 ans au Maroc, juste après l'entrée ou la récupération du Sahara. Ça veut dire, il y a eu à ce moment-là des conflits armés, enfin, il y a eu énormément de... C'était très violent. Le Maroc a perdu beaucoup de soldats, ça a été très difficile. Le pays s'était saigné à blanc pour développer ses territoires, etc. Et donc, le pays, toute la société, ça, on peut pas leur enlever. C'est comme ça, voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai des copains qui sont pour la Palestine, etc., très engagés, d'extrême gauche et tout, mais quand il s'agit du Sahara, pour eux, c'est une cause nationale. Voilà. Qu'on le veuille ou non, je vous donne l'état d'esprit des Marocains. Voilà. Donc,
ils sont à 99% derrière le roi, enfin, ils sont pour, et c'est ça qui, comment dire, c'est leur cause nationale depuis 1975. Voilà. Et donc, bon, ils sont dans une position où ils sont prêts à tout pour défendre, pour conserver ce territoire. Alors, ceci étant, je ne crois pas que le sentiment des Marocains, si on faisait un référendum, on ne peut pas les mettre dans la balance le Sahara ou la Palestine. Mais si on mettait dans la balance le sentiment pro-palestinien, s'il y avait un référendum, ils diraient 80% ou 90% anti-Israël et pour la Palestine. Voilà. Enfin, moi, je connais les Marocains de base, j'ai fréquenté des milieux populaires, etc. Je ne crois pas qu'ils portent les sionistes dans leur cœur. Bon, voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Je l'ai expliqué, c'est que le roi a mis son poids dans la balance. Et on ne connaît pas de l'extérieur, on connaît pas le poids de la monarchie sur la société marocaine. La société marocaine est une société où la critique est quasi impossible. C'est-à-dire, vous savez, moi, ce que j'appelle, moi, la société du non-dit. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire les choses, exprimer les choses qui gênent, les choses qui dérangent. Et au Maroc, vous ne verrez aucun parti politique, aucune institution, aucun syndicat, rien qui puisse remettre en cause l'autorité royale. Non pas qu'il soit monarchiste dans l'âme, mais publiquement, personne ne remet en cause l'autorité du roi. Voilà. C'est comme ça. Enfin, encore une fois, ce que je dis, c'est juste pour vous raconter de l'intérieur ce qu'est le Maroc, voilà, ou tel que je l'ai vécu, voilà. Et donc, quel que soit le parti politique, le syndicat, les institutions culturelles, etc., spirituelles et tout, le roi est un symbole intouchable, voilà. Mais en partie aussi parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. D'accord, c'est-à-dire personne n'oserait dire, voilà. Et donc, à partir du moment où le roi a décidé de la normalisation et de la pousser, bon, d'ailleurs, j'ai l'occasion de rappeler le livre que je viens de sortir il y a 2-3 jours sur les aspects, comment dire, sur certains aspects culturels, humanitaires, etc., de la normalisation entre Israël et le Maroc. Voilà. Et donc, c'est ce sentiment qui paraît incompréhensible vis-à-vis de l'extérieur. Ceci étant, il y a quand même énormément de manifestations au Maroc, malgré tout, malgré la répression, etc. Vous avez par exemple, quand les gens vont au stade, et s'il y a 50 000 spectateurs, les 50 000 vont chanter pour la Palestine. Il y a des manifestations, il y a des gens qui payent de leur liberté, qui sont emprisonnés parce qu'ils manifestent, etc. Et donc, il y a l'ordre des avocats, par exemple, marocains, prend des positions courageuses sur la Palestine et tout. Donc, il ne faut pas croire que ça y est, tout le monde s'est couché, etc. Le problème au Maroc, c'est que comme dans toute société en général arabe, l'expression libre est très difficile. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des sociétés, regardez déjà les sociétés occidentales, l'expression libre est difficile. Rappelez-vous le Covid, les injections, l'Ukraine, etc. Alors imaginez dans une société arabe où le pouvoir a encore beaucoup plus de poids, et ben, où la presse est moins libre, etc. Et donc, ça donne cette impression du dehors que la société marocaine, ça y est, elle a oublié la Palestine, elle a oublié le monde arabe, etc. Ce n'est pas vrai, mais il y a cette cause nationale
qui, dans tous les cœurs des Marocains, a une place essentielle. Voilà. Enfin, j'espère avoir répondu à votre question. Ross, si tu veux réagir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cohen. J'ai très très bien compris. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait d'amalgame. Donc c'était juste pour mieux comprendre cette société parce que au final, je ne la connais pas de l'intérieur. Donc je suis jamais partie là-bas. Donc c'était juste pour me renseigner. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien, merci. Alors justement, Monsieur Cohen, vous avez fait une petite parenthèse là, concernant les manifestations qui ont lieu au Maroc pour la Palestine, ce qui est Oui. légitime, parce qu'on sait que la majorité du peuple soutient la cause palestinienne et en général les peuples des pays arabes en général de toute manière. Et en fait, souvent on nous reproche, par exemple, on nous fait ce reproche aux Algériens de ne pas manifester concernant la Palestine. Moi, je leur ai répondu clairement que le peuple algérien n'avait pas forcément à manifester, étant donné que le peuple est en accord avec les positions du gouvernement et des agissements de la diplomatie algérienne au sein de l'ONU, tout ça, pour arriver à trouver un cessez-le-feu ou par rapport à l'aide humanitaire. Donc, le peuple algérien soutient clairement la position du gouvernement et n'est pas légitime à aller manifester. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, chaque société, chaque pays s'organise comme il peut. Je vous ferai remarquer, par exemple, en Jordanie, il y a beaucoup de manifestations, alors qu'en Égypte, il n'y en a pas, à ma connaissance. Voilà. Donc, en fait, chaque société réagit enfin, à sa manière. Très bien, merci. Alors, j'ai notre ami Patrick Dujardin qui est avec nous sur TikTok. Bonsoir. Oui, salam alaikum, altitude. Alaikum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Mashlomcha, Monsieur Cohen. Kol Beseder. Donc, en fait, je voulais vous poser une question par rapport à l'ancien directeur de la CIA, adjoint de Dick Cheney, a dit qu'il ne faut jamais la leçon de la crise des missiles de Cuba, c'est qu'il ne faut jamais qu'une puissance nucléaire soit dos au mur et à choisir entre l'humiliation et l'utilisation de l'arme nucléaire. Oui. Donc là, apparemment, dernièrement, un responsable iranien a dit que l'aviation israélienne, plus l'aviation américaine, plus l'aviation française et anglaise ont longé donc la frontière iranienne en Irak pour essayer de trouver donc une faille. Et apparemment, donc, ils n'ont pas réussi, leurs objectifs. Et en parallèle, donc, le cabinet de M. Netanyahou se réunit apparemment maintenant dans un bunker. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça, à votre avis? Vous savez, l'Iran, depuis 30 ans, c'est un peu le caillou dans la chaussure de l'Occident. Voilà. L'épine dont l'Occident n'arrive pas à se débarrasser. D'abord, l'Occident a poussé l'Irak à attaquer l'Iran. Bon. Donc pendant 8 ans, pensant l'affaiblir. Et puis après, ça a été le harcèlement de l'Iran, sanctions économiques, etc., bon, contrôle mais sans jamais pouvoir l'attaquer. Si on s'est attaqué à l'Irak, on s'est attaqué à la Libye, l'Iran est un gros morceau. Voilà. Et donc, ils hésitent. Bien sûr, ils auraient voulu l'attaquer. Vous savez, ça fait 20 ans, je dis souvent que le doigt sur la gâchette, ça les démange. Les Israéliens et les Américains, ça les démange. Ils voudraient bien frapper un grand coup, mais ils n'ont jamais osé parce que apparemment, ils savaient ou ils savent que le prix à payer pourrait être très très élevé, ne serait-ce que l'Iran a la possibilité matérielle
de bloquer le détroit d'Ormuz. Ça veut dire bloquer le trafic de 30 à 40% du pétrole mondial. Bon, vous imaginez la catastrophe que c'est. Donc déjà, rien que ça, ça les refroidit. Voilà. Deuxièmement, il y a des bases militaires américaines, des bases navales, qui sont très peu défendues. C'est-à-dire que par quelques coups de missiles, on peut faire des centaines, sinon des milliers de victimes. Et ça, pour l'Amérique, ce serait insupportable. Donc, le prix à payer, ce n'est plus la promenade comme pour l'Irak ou la Libye. Le prix à payer d'un conflit avec l'Iran est terrible. Mais voilà, donc en fait, l'Occident est partagé entre cette envie d'attaquer l'Iran, mais d'attaquer de telle sorte qu'il n'y ait pas de dommages, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé la faille et ils vont la trouver de moins en moins. Pourquoi ? Parce que l'Iran, depuis 1 an maintenant, ou 2 ans, est devenu l'allié de la Russie et de la Chine. L'Iran a signé un traité stratégique avec la Russie et donc l'Iran et même on dit que l'Iran a poursuivi depuis l'annulation de l'accord sur le nucléaire qui a été dénoncé par Trump en 2018. Et donc l'Iran se sent libre d'enrichir l'uranium à sa guise. Et donc, apparemment, j'ai entendu des experts sérieux dire que si l'Iran n'a pas la bombe atomique, mais elle pourrait le faire en 1 semaine ou 2. C'est-à-dire, elle a tous les éléments. En cas d'urgence, elle pourrait le faire. Voilà. Et donc, c'est un pays qui est devenu pour l'Occident une épine, mais qui n'est pas attaquable. Voilà. Regardez, par exemple, Israël a mis 3 semaines pour répondre et d'une façon vraiment presque lamentable. Enfin, tous les experts le reconnaissent que voilà, c'est plus l'Israël arrogant, il peut aller bombarder le Liban comme il veut, Gaza, mais là, l'Iran, il a été obligé de vraiment de faire le strict minimum, le minimum syndical. Voilà. Et donc, voilà, l'Iran pose un problème aujourd'hui à l'Occident et celui-ci ne sait pas comment le régler. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. On ne va pas trop s'éloigner, rester un petit peu sur le sujet. On va revenir un petit peu sur la visite donc, de Macron et sa délégation au Maroc. Et je vais vous faire écouter un petit passage d'un journaliste qui nous donne son explication plus ou moins sur la visite de Emmanuel Macron et dans quel but, selon lui, hein, bien sûr. D'accord. Donc, je vous fais écouter une petite seconde. Et après, j'aimerais bien que vous réagissiez et vous nous donniez un petit peu votre sentiment quant à cette visite. Alors. Voilà. De la France. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on se rallie à la position marocaine? Ça peut s'imaginer, c'est pas du tout scandaleux, mais en général, c'est donnant-donnant. Qu'est-ce que la France a obtenu comme avantage stratégique décisif? Rien. Ben voilà, je demande à voir. Sur le fond, des paroles sur l'immigration, des paroles sur les clandestins, des paroles sur le narcotrafic, mais paroles, rien de fondamental. Et donc, Olivier, je pense franchement, sincèrement, au bout de l'analyse, que si le président Macron a fait ce cadeau au roi du Maroc, et si aujourd'hui il s'est rendu au Maroc, ça n'a qu'une seule raison. C'était pour narguer les Algériens. Parce que la danse du ventre qu'il fait depuis des années à l'Algérie n'a rien donné. Et donc, c'est une façon de faire un bras d'honneur aux Algériens. C'est pour narguer l'Algérie qu'on s'est réconcilié, ce qui est une bonne chose. Mais c'est la seule raison que je vois à cette politique de la France. Pourquoi ? Voilà, alors M. Macron, donc vous l'avez peut-être reconnu, c'est Vincent Herbouet, un vieux journaliste, un vieux de la vieille, qui aujourd'hui est sur CNews. Vincent Herouet, c'est lui, ah oui, d'accord. Eh bien, c'est étonnant parce que
c'est quelqu'un pour qui, enfin, je l'écoutais il y a très longtemps, à une époque où il faisait une émission sur l'actualité internationale sur LCI. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Et donc, je l'écoutais. Alors, est-ce que selon Oui, vous, la France a fait un cadeau au Maroc, hein, comme le dit Vincent Hervé? enfin, moi, je trouve ça l'analyse un peu simpliste. Voilà. Euh, parce que je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, la France, enfin Macron, parce que la France, je ne sais pas. Bon, si Macron a décidé ça, d'abord, à mon avis, ce n'est pas une décision unilatérale. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision à lui, comme ça, qu'il a prise du jour au lendemain. Voilà. C'est-à-dire, à mon avis, il est plus ou moins téléguidé par l'Amérique, par le camp occidental, par l'axe américano-sioniste, par tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, par l'Arabie saoudite, par exemple, je ne sais pas. C'est-à-dire tous les pays qui ont envie de renforcer la position du Maroc. Alors, à mon avis, il y a d'abord cette visite arrive un mois après ou 5 semaines après, arrive à un moment où le Maroc, à cause d'une décision de la Cour de justice européenne, qui oblige l'Union européenne dans ses accords de pêche avec le Maroc, à tenir compte des intérêts sahraouis concernant lorsque les bateaux de pêche vont pêcher au large du Sahara occidental. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. D'ailleurs, il y a une semaine ou deux, Wally avait reçu maître, comment il s'appelle déjà? Maître Gilles Devers. Voilà, Devers. Et moi, j'avais, enfin, comment dire, je me suis permis d'interpréter la position de Maître Devers. Et là, la déclaration, enfin, la décision de la Cour de justice était très importante. Et donc, ça affaiblit la relation Maroc-Union européenne. Et le Maroc, il est intraitable. Il s'est montré intraitable. Il a dit, si vous ne signez pas avec moi les accords de pêche ou tout autre accord qui exclut le Sahara occidental, il n'y aura pas d'accord du tout. Et l'Union européenne, pour ceux qui ont suivi un peu cette histoire, les déclarations officielles, von der Leyen, tous les commissaires et les hommes politiques européens étaient prêts à ne pas respecter, enfin chercher le moyen d'annihiler la décision de la Cour de justice, voilà, c'est-à-dire de la rendre inopérante, parce qu'ils estiment que le Maroc est un pion important dans leur stratégie. Voilà. Et à mon avis, la visite de Macron se fait dans cette optique. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Algérie se tourne vers les BRICS. Le Maroc a pris fait et cause, s'est allié avec Israël, a pris fait et cause pour l'Occident, définitivement, enfin solidement. Et donc, il fallait lui apporter une caution importante. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Après, il y aura probablement d'autres contrats, etc. Mais les contrats, à mon avis, enfin, ça viendra après. Mais à mon avis, c'est vraiment la visite de Macron est un des éléments qui montre que l'Europe, l'Union européenne, l'Amérique, l'Occident, etc., a pris résolument fait et cause pour le Maroc et veut le consolider coûte que coûte. Voilà. Quelle que soit la décision de la Cour de justice européenne, etc., c'est une façon de montrer au monde que le Maroc est dans leur chasse gardée, c'est leur allié,
enfin, c'est leur allié. Vous savez, vous connaissez la fameuse formule, l'accord comment dire, la corde qui soutient le pendu, c'est-à-dire on apporte le soutien comme la corde qui soutient le pendu. C'est-à-dire le Maroc, c'est comme l'Ukraine, si vous voulez, c'est-à-dire le proxy qui va faire le sale boulot pour l'Occident. Hein, donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est un élément, c'est un pion important dans leur stratégie. Et donc, il fallait le montrer. Bon, pour emmerder les Algériens, bon, enfin, ou narguer les Algériens, je ne sais pas. Enfin, bon, je n'irai pas jusque-là, mais disons que, voilà, la France a choisi son camp, mais comme je l'ai dit dans une interview d'il y a 2 jours, quand on connaît Macron, il est capable de changer d'avis dans 2 ans. Donc, enfin, on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça montre qu'un alignement du camp occidental qui est en train de céder, qui est en train de trembler, ce camp occidental, et donc il essaye de sauvegarder ce qui peut l'être. Et le Maroc est un pion important, stratégiquement parlant, etc. Et donc, quitte à sacrifier les principes de justice et d'autodétermination, eh ben, on va appuyer le Maroc coûte que coûte. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que on avait vu déjà la réaction d'Alger en juillet quand, à l'annonce de cette lettre envoyée au roi. Donc là, aujourd'hui, il Oui. confirme officiellement au Maroc, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Algérie après ce retrait de l'ambassadeur? Est-ce qu'il peut y avoir des mesures supplémentaires qui peuvent être prises et à la défaveur justement de la France? Et est-ce que justement Macron a mesuré tout ça? Est-ce que voilà. Non, mais il n'y a pas à mesurer, c'est un choix. Ils ont fait un choix. Voilà. Et je pense que Macron est l'envoyé de l'Union européenne dans cette histoire. N'oubliez pas l'Espagne, par exemple. Elle a fait et cause pour le Maroc. Elle a beaucoup critiqué la décision. Enfin, je pense que c'est très rare. J'aimerais bien que Maître Devers fasse une vidéo là-dessus, parce que les pays de l'Union européenne, la Commission européenne, est vent debout contre la décision de la Cour de justice européenne. Elle ne veut pas l'appliquer. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment, c'est extraordinaire que des pays qui, soi-disant, se soumettent à leur justice, aux décisions de leurs tribunaux, décident de ne pas, enfin, ou de faire tout leur possible pour ne pas appliquer cette décision. Et donc, ça montre quoi? Ça montre que bon, l'Algérie se tourne résolument vers les BRICS. D'ailleurs, elle a eu un statut de partenaire, donc qui pourrait devenir membre à part entière dans 1 an ou dans 2 ans. Et donc, le Maroc renforce sa position avec l'Occident. Voilà. Donc, les jeux sont faits, enfin, en tout cas pour le moment, et ça montre que, moi, je pense que la décision de Macron, je la situe dans un cadre plus large. C'est-à-dire, c'est un peu l'envoyé de l'Occident, c'est l'envoyé de l'Amérique. Il va faire le sale boulot pour l'Amérique. Voilà. Voilà. Et tu vas aller là-bas et puis tu vas dire au roi, bon, voilà. Mais en fait, il est le porte-parole, à mon avis, de l'Union européenne et de l'Amérique dans cette histoire. Voilà. Et donc, l'Algérie, ben, elle va s'engager dans un processus de désengagement pour la livraison du pétrole, du gaz, mais ce sont des changements qui vont venir doucement. C'est-à-dire, on ne change pas, ils ont des contrats à long terme, etc. Mais, disons, l'Algérie, à mon avis, va se mettre dans une position où elle va comprendre que ses intérêts ne sont plus du côté occidental, et elle va chercher des marchés ailleurs. Voilà, elle va réorienter
elle sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est un territoire hostile à ses intérêts, à sa position stratégique, et donc elle réorientera ses liens économiques, commerciaux, gaziers, énergétiques, etc., vers peut-être, par exemple, vers la Turquie ou vers les BRICS, etc. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter une autre vidéo concernant une déclaration d'un député aux affaires étrangères lors d'une commission. Et c'était concernant justement la position de Macron et de la France par rapport au Sahara occidental. D'accord. Merci Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu intervenir, mais ça me démange trop. Vous avez réussi l'exploit de ne pas parler du déplacement par rapport aux obligations de quitter le territoire, du déplacement du président de la République qui a craché sur le droit international pour obtenir justement ces laissez-passer consulaires vers le Maroc, en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental. Et vous n'en avez pas parlé alors que c'était une des explications de notre relation avec l'Algérie qui fait qu'aujourd'hui, les choses et la diplomatie, puisqu'on est à la Commission des Affaires étrangères, c'est compliqué entre notre pays et l'Algérie. Et la question, comme vous n'en parlez pas, je me demande si, après Israël, maintenant c'est le Maroc qui deviendra sujet tabou et qui sera interdit d'être exposé en Commission des Affaires étrangères. Et là, on voit bien l'axe, le rassemblement, l'association des pays colonisateurs à travers ces trois exemples. Merci, madame. Voilà, monsieur Cohen. Vous savez, je prends l'Ukraine, la Palestine, le Liban et aujourd'hui le Maroc nous montrent, voilà, c'est l'illustration de ce que je dis depuis longtemps, que le droit international, c'est du papier. Voilà, c'est juste des principes avec lesquels on joue, qu'on a envie de respecter, que ça nous arrange, mais qui ne valent rien lorsque la raison d'État est déterminante. Voilà. Aujourd'hui, l'Occident, la France, l'Union européenne et l'Occident ont décidé que le Maroc est un allié stratégique. Eh ben, le droit international et tout le reste, on s'en fiche royalement. Voilà, c'est tout. C'est même, je veux dire, c'est l'illustration. Mais ça a toujours été comme ça, c'est comme ça et ça sera comme ça. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est la réelle politique. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, les camps, le camp occidental se compte. Il voit bien que les coups portés par les BRICS, la défaite de l'Ukraine qui s'annonce, l'affaiblissement de l'Europe économique, etc., la révolte des pays africains, du Sud global, eh ben, quand on a un allié aussi important que le Maroc, eh ben, on le défend par tous les moyens et le droit international, on s'assoit dessus. Voilà. Voilà, justement, donc concernant Macron, est-ce que lui, pour lui, en gros, étant donné qu'il a rien obtenu d'Alger depuis plusieurs mois, voire même depuis le début de son arrivée en tant que président de la France, et ne voyant rien arriver en retour d'Alger, bah, il s'est dit, bah, allez, peut-être que, étant donné la situation peut-être économique et du pays et que voilà, en recherche de contrat, bah, en allant au Maroc et en disant ce que voulaient entendre les Marocains concernant le Sahara, est-ce que il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, entre autres des contrats et aussi d'autre part négliger bah, justement ce droit international qui normalement doit être respecté, j'ai envie de dire. Le drame de Macron, vous savez comment on l'appelle, en même temps, lui. Voilà, c'est le président du en même temps. Pardon. Depuis qu'il est président, quel a été son slogan pour devenir président?
ni de droite ni de gauche. Voilà, ça veut dire il veut manger à tous les râteliers et il veut gagner sur tous les plans. Quand ça l'arrange, il est de droite, après il est de gauche, après il est au centre, etc. Bon, il n'a jamais su tenir une ligne équilibrée entre l'Algérie et le Maroc. Il aurait pu le faire. Aucun des deux pays ne lui a demandé d'être l'ennemi de l'autre pour commercer. Voilà. Mais c'est le caractère de Macron, ou aussi peut-être, à un moment donné, il allait privilégier l'Algérie. Il a voulu privilégier l'Algérie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas obtenu. C'est qu'à un moment donné, il se dit, il a perdu beaucoup du côté marocain. Et encore une fois, moi, je suis convaincu, enfin, moi, c'est une opinion personnelle, hein, c'est une conviction personnelle, que Macron, dans ce jeu-là, il ne joue pas seul. Il est le porte-parole, un des porte-parole de l'Occident, un des porte-parole de l'Union européenne, qui ont établi, surtout dans cette situation critique aujourd'hui, surtout après la décision de la Cour de justice européenne, qui allait mettre au banc le Maroc dans ses négociations sur la pêche, sur les migrants, etc., et que l'Union européenne considère que c'est impossible, c'est dans ce cadre-là, et avec le rapprochement de l'Algérie avec les BRICS, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre cette visite de Macron et cet alignement absolu, sans réserve, sur les positions marocaines. Voilà. Après, le reste, à mon avis, les contrats, etc., c'est pas si secondaire. Ça va venir après, voilà, si ça vient. Vous savez, la France a beaucoup perdu avec l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'elle a gagné à s'aligner sur l'Ukraine? Elle a perdu 20 milliards d'euros ou 30 milliards d'euros, ou l'Allemagne encore plus. Mais c'est un alignement politique. Donc, il y a des pays qui se trouvent comme la France, l'Allemagne et les pays européens ont perdu des dizaines de milliards, des centaines de milliards avec l'Ukraine pour rien, juste parce qu'il faut s'aligner sur l'Amérique. Voilà. Et donc, si Macron ou la France de Macron perd des contrats avec l'Algérie et n'obtient rien du Maroc, c'est pas grave, ça fait partie de l'Amérique lui dit il faut défendre le Maroc, et bien le petit soldat Macron va défendre le Maroc, quitte à faire perdre à la France des milliards de contrats, ce qui a été fait avec l'Ukraine. Donc c'est pas nouveau. Voilà. Autre chose, Monsieur Cohen, concernant cette visite, il y avait bien sûr dans la délégation des ministres, des entrepreneurs, et il y avait aussi certaines personnes qui ont fait un petit peu parler d'eux, bien sûr, BHL, Gérard Darmon. Oui. Quand on connaît leur position pro-Israël, pro-Tsahal, tout ça, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de réaction au minimum? Je ne sais pas, je n'ai pas consulté les médias marocains, mais en tout cas, il n'y a pas eu trop de choses dites à ce sujet, alors que normalement, ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment bienvenus normalement, étant donné que, bon, on connaît les positions de la monarchie et la normalisation, tout ça, mais je ne pense pas qu'elle cautionne, en tout cas, tout ce qui se passe en Palestine. Bon, d'abord, BHL, il a une très belle maison à Marrakech et une très belle maison à Tanger. Bon, donc, c'est un habitué du Maroc. En tout cas, dans les cercles officiels, je ne parle pas du peuple. Le peuple, il ne connaît peut-être pas BHL, enfin, je veux dire. Mais BHL est un personnage important dans la haute sphère marocaine, dans les hautes sphères marocaines. Ça fait 20 ans qu'il a une super riad à Marrakech, il a une très belle maison à Tanger, au bord de la mer, etc. Peut-être d'autres intérêts, j'en sais rien.
Et, et donc, il y a tout un, comment dire, Darmon, à mon avis, il doit être un juif d'origine nord-africaine. Je ne sais pas de quel pays, Darmon, Du peut-être Maroc. algérien. Non, non, Maroc, bon, il est marocain. bon, d'accord, voilà. Et donc, bon, vous savez, à mon avis, est-ce que le peuple va s'intéresser, je dis le petit peuple, est-ce qu'il va s'intéresser à qui était dans la délégation? Enfin, je veux dire, vous savez, ça dépasse les 80% des gens, ils ont d'autres chats fouettés, ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres. Enfin, vraiment, la vie quotidienne au Maroc pour le petit peuple est très difficile. Et donc, c'est comme la France. 80% des Français, ils ont dû voir ça. Ils sont écœurés. Ils ont dit, ouais, bon, ils vont aller là-bas s'empiffrer aux frais de la République. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une espèce de résignation. Voilà, bon, l'élite, ils nous disent de se serrer la ceinture et puis ils prennent 1 ou 2 avions pour mettre tous les invités aux frais de la princesse, etc. Bon, c'est un peu la résignation et l'écœurement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, vis-à-vis des Marocains, à mon avis, est-ce qu'ils sont même pas au courant de tout ça, ou ils regardent ça avec un œil blasé, enfin voilà, je ne sais pas. Alors, je viens de vérifier, effectivement, il est franco-marocain de nationalité, mais bon, il a des parents juifs séfarades algériens, Gérard Darmon. Hein. Voilà. Parce que le nom, parce qu'en général, nous, on se connaît, enfin, les Juifs d'Afrique du Nord, moi, je peux vous citer, quand j'ai un nom, je peux vous dire il est tunisien, il est algérien ou il est marocain, en général. Hein. Je peux me tromper, mais disons, il y a quand même des noms qui sont typiques d'un de ces 3 pays, voilà. Quel est ce lien avec le Maroc, du coup? Non, Macron, il est comme un petit roi, un roi telé, qui veut se faire plaisir. Voilà. C'est-à-dire, il emmène sa cour, il emmène une cour. Il emmène une centaine de personnes qui vont lui dire ah, vous êtes très beau, vous êtes magnifique, merci Monsieur le Président, etc. Voilà, il se fait plaisir en tant que roi telé. C'est tout. Qui emmène sa cour aux frais de la princesse. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, c'est tout. C'est son côté. On n'imagine pas De Gaulle faire pareil. Enfin, De Gaulle, s'il est parti au Maroc, il serait parti avec 10 ministres ou chefs d'entreprise, 20 personnes, et puis basta. Là, on a un roi telé qui a envie qui gère sa vie, sa présidence comme un chef de cour. Voilà. Je vais donner la parole avec nous, Patrick, qui a déjà pris la parole tout à l'heure, sur le sujet, bien sûr. Oui, par rapport donc, au renforcement des liens avec le Maroc, des États occidentaux, comme vous l'avez dit. Est-ce que, bon, quand on connaît l'histoire, quand on voit par exemple la Tunisie qui est vraiment main dans la main avec l'Algérie, bon, il y a aussi une partie de la Libye et puis aussi apparemment la Mauritanie, ils ont fait beaucoup pression sur la Mauritanie. Ben, quand on se rappelle le passé, ça rappelle Carthage en fait, où les armées d'Hannibal étaient dirigées. Carthage, oui. Carthage, où grosso modo Hannibal était carthaginois et son armée était composée des Numides, donc des Algériens. Est-ce qu'il n'y a pas une peur par rapport à ce passé glorieux? Bon, là, vous extrapolez, c'est-à-dire comment dire, vous faites presque allusion à un possible, comment dire, des camps antagonistes qui vont s'affronter militairement. Bon, je me suis exprimé sur le sujet, c'est-à-dire ce sont des choses très difficiles à prévoir. Par contre, la situation est là, c'est-à-dire
les éléments de confrontation militaire sont là. Voilà, il n'y a pas de doute. L'Algérie développe son armement, le Maroc développe son armement, la Mauritanie moins parce qu'elle n'a pas les moyens, la Libye n'a pas les moyens, etc. Mais est-ce qu'il y aura un affrontement, une confrontation? Ça, personne ne peut le dire. Enfin, je ne sais pas. Mais il est certain qu'aujourd'hui, voilà, il y a des camps qui se constituent. Et j'ai vu la photo des 5 chefs d'État, enfin, en tout cas, le Front Polisario, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Libye. C'est vrai qu'il y a une espèce de constitution d'un camp, je ne sais pas comment on peut l'appeler, progressiste ou pro-algérien, je ne sais pas. En tout cas, qui se constitue. Et j'ai été surpris d'y voir la Mauritanie parce qu'ils ont réussi probablement à mettre la Mauritanie de leur côté, à moins que la Mauritanie joue un jeu neutre, c'est-à-dire s'allie tantôt avec l'Algérie, tantôt avec le Maroc. Je ne suis pas au courant vraiment des relations aujourd'hui entre la Mauritanie et le Maroc. J'ai du mal à décrypter la ligne politique de la Mauritanie qui ne me semble pas engagée dans un camp particulier, définitivement dans un camp ou dans un autre. Voilà. Elle joue, la Mauritanie, à mon avis, c'est un grand pays, mais c'est un pays faible. Il a, je ne sais pas, 3 ou 4 millions d'habitants, enfin, je veux dire, c'est rien du tout. Donc, c'est un pays qui a un territoire immense et qu'il aura du mal à contrôler, etc. Donc, la Mauritanie essaye, à mon avis, en tout cas peut-être jusqu'à présent, sa politique était d'avoir des liens amicaux avec le Maroc et avec l'Algérie, ou avec le Polisario d'ailleurs, pour ne pas avoir de mauvaises surprises ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Badiz, t'es monté, je ne sais pas si tu es encore... Vas-y, Patrick, si tu as autre chose à dire, vas-y. Je voulais juste rajouter quelque chose. Donc, par rapport à la base de Marcel Kébir, là, que les Anglais avaient coulé là, juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, apparemment, oui. La France prévoit, côté marocain, à côté de Tanger, de faire une base navale, apparemment, pour contrer la force de la base navale algérienne de Marcel Kébir. Vous avez des informations à ce sujet? Non, mais enfin, ça paraît un peu, ça serait presque une provocation. C'est-à-dire, je ne vois pas l'intérêt. En général, quand un pays construit une base, c'est un peu comme la Russie, par exemple, a construit une base en Syrie. La Chine, elle a fait une base dans la corne de l'Afrique, comment elle s'appelle, Djibouti, par exemple. Donc, en général, quand des pays font des bases navales, c'est qu'ils sont loin de leur base, disons. Enfin, d'accord? C'est-à-dire qu'ils construisent une base pour pouvoir intervenir très rapidement. Or, la France, elle a déjà une base importante à Toulon. Donc, je ne vois pas l'intérêt, et d'ailleurs, ça serait presque une provocation, et sans intérêt militaire importante. Voilà. Bon. Donc, moi, d'abord, je n'ai pas entendu parler de cette base, et ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Voilà. Bon, pour vous dire. Voilà. Après, on verra. Je verrai par contre, par exemple, ce serait plus rationnel que les Israéliens construisent une base sur la côte méditerranéenne du Maroc. D'ailleurs, j'ai entendu des rumeurs là-dessus, plutôt que la France. Voilà. Parce que la France, ce serait presque faire double emploi, puisque elle a déjà suffisamment de bases en Méditerranée, en tout cas Toulon, par exemple. Et donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt stratégique
de construire une base. Voilà. Bon. Très bien. Badis. Oui, bonjour à tous. Ça va être plaisir de vous écouter. Bonsoir. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, j'avais une question un peu basée sur la stratégie, parce qu'on a l'impression qu'il y a des lignes Maginot un peu sur tous les continents qui se créent. En Afrique, là, plus récemment. Une partition, je dirais, entre le Maroc, c'est clair, avec une position pro-occidentale, au sens large du terme, en fait. Et les BRICS qui sont pas loin, la Russie, la Chine. D'ailleurs, on a vu le défilé du 1er novembre en Algérie avec la participation de l'Éthiopie, par exemple, quelque chose de très surprenant. Il n'y avait pas l'Afrique du Sud, il me semble. Mais alors, moi, j'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle ligne Maginot qui va se dessiner en Afrique. Et il y a une position qui, pour moi, n'est pas très claire, c'est celle du Sénégal. Comment est-ce que vous imaginez cette partition un peu de l'Afrique, pas une partition, mais cette nouvelle ligne qui va se dessiner entre les pays qui forment le continent africain? Voilà. Merci. Là, on le vit presque, enfin, c'est comme qui dirait en direct. Voilà, bien sûr, ce sont des choses qui se font sur un certain délai, ne se font pas du jour au lendemain, mais on voit déjà des craquements, des déplacements. Par exemple, il y a déjà les pays, le Niger, l'alliance entre les 3 pays du Niger, du Burkina Faso et du Mali, qui ont constitué l'ALS, je crois, l'alliance du Sahel. Il y a 3 termes que peut-être que je prononce mal, je ne sais pas. En tout cas, ils ont formé une alliance du Sahel, voilà, sahélienne. Donc, ils vont échapper à l'influence occidentale, française. Et le Sénégal est il est entre les deux. Voilà. On a pensé que le nouveau gouvernement allait rejoindre, idéologiquement parlant, ces pays-là, mais il ne l'a pas fait. Le Tchad est en train d'hésiter, la Centrafrique aussi. Donc, en fait, il y a des clans qui se constituent, et avec le risque d'un pays qui peut tomber d'un côté comme de l'autre. Effectivement, c'est vraiment, là, c'est le grand jeu. D'un côté, les BRICS, et de l'autre, l'Occident. Alors, vous avez par exemple le Sud-Soudan, le Rwanda, qui sont du côté occidental. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on assiste à... Et donc l'Algérie s'est mise résolument du côté des BRICS, et le Maroc du côté occidental. Alors, il y a des pays qui restent encore entre les deux, comme à mon avis la Mauritanie, le Tchad, le Sénégal. Et puis, il y a des pays qui sont résolument du côté occidental. En général, les pays qui font partie de la CEDEAO, qui restent une organisation régionale africaine qui obéit à la France-Afrique, le Nigeria, etc., la Côte d'Ivoire. Mais c'est un continent qui bouge. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à ce jeu diplomatique où chaque camp essaye de placer ses pions, et d'où, à mon avis, d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, le renforcement du Maroc. Voilà, c'est-à-dire un appui inconditionnel au Maroc, quel que soit, on s'en fiche du droit international, etc. Voilà. Merci. Alors, Moussa qui est avec nous sur TikTok, bonsoir. Bon, on prend les 2 dernières questions, Wally, d'accord? Oui. Moussa, ton micro. Bon, Moussa, pas de questions. Badiz, si tu as une autre question, je t'en prie. Ouais, alors dans ce monde un peu fracturé, alors c'est une question qui vient comme ça un peu du cœur, parce que je ne l'avais pas préparée, mais si, M. Jacob, vous deviez donner une touche d'optimisme là, dans ce marasme, à savoir tout se craquelle, mais qu'est-ce qui pourrait, un élément déclencheur qui pourrait faire que
les choses s'arrangent finalement, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou dans le monde plus généralement, qu'est-ce qui pourrait être un game changer, par exemple, voilà, de faire que finalement il y a une prise de conscience collective et qu'on se remette tous au droit international typiquement et qu'on arrive à être, qu'on arrive à un peu mettre tout le monde d'accord sur la base du droit international. Et c'est une chose qui vous tient à cœur, je le sais bien. Voilà, merci. Pour moi, ça serait une défaite cinglante, humiliante et totale de l'Ukraine face à la Russie. Et à ce moment-là, l'Occident, l'Europe et l'Occident comprendront, à mon avis. C'est-à-dire qu'il est inutile, enfin en tout cas, il est pas qu'inutile, mais disons, il est vain de vouloir mener le monde de façon unilatérale. L'Amérique n'est plus le maître du monde et l'Amérique est obligée de composer. Voilà. Parce que contrainte et forcée, l'Europe, contrainte et forcée, seront obligées de composer avec la Russie, la Chine, l'Inde, les pays d'Afrique qui sont avec eux, etc. Et que donc, il faut respecter un peu mieux le droit international, il faut régler les conflits selon le droit, respecter les traités, etc. Mais à mon avis, cela viendra avec une défaite écrasante en Ukraine, qui sonnera le glas de la puissance américaine. Voilà. Alors, s'il y a une dernière question. Alors, une dernière question. Ce sera de nouveau Patrick qui remonte. Patrick, tu nous entends? Oui, je vous entends. Mais vous pensez donc que c'est l'Ukraine déterminera tout le reste, en fait, toute la suite. Les Américains vont pas chercher à garder une zone de tension en Europe pour leurs propres intérêts. Stabiliser le front, ça ne les arrange pas forcément de stabiliser. Non, je pense que c'est vraiment le pion central. C'est-à-dire que l'OTAN a misé presque tout. Les armements, le prestige, les milliards, les centaines de milliards, son prestige dans le monde. Et tout ça va s'écrouler, c'est-à-dire va se dire, bon voilà, c'est pour ça que c'est important, c'est pas l'Ukraine en soi, c'est pas grand-chose, mais ce que ça représente, c'est-à-dire la défaite de l'unilatéralisme américain. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis, l'Occident vont comprendre que eux-mêmes, ils ont fait en sorte que la Russie et la Chine deviennent des alliés avec l'Inde, ce qui était inimaginable il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, inconcevable que ces 3 pays deviennent des alliés. De circonstances, je veux bien, mais quand même des alliés avec des tas de pays qui se joignent à eux pour combattre l'unilatéralisme, la puissance du dollar, les sanctions unilatérales illégitimes, etc. Et donc, c'est l'Ukraine qui va faire basculer la défaite de l'Ukraine, qui s'annonce de toute façon, elle est inéluctable. Mais il faut voir le volume de cette défaite, l'ampleur de cette défaite, et c'est ça qui va amener à une prise de conscience, c'est-à-dire au réalisme. C'est pas, les Américains ne vont pas se dire ah là là, il faut respecter le droit, etc. C'est juste qu'ils vont être contraints. Les États-Unis n'auront plus, ils ont une dette de 35 000 milliards qu'ils devront payer un jour ou l'autre sans avoir la planche à billets qui leur permettait de payer tout ça, parce que le dollar va être de moins en moins utilisé dans le monde, et donc l'affaiblissement de l'Occident va le ramener à plus de réalisme et d'acceptation du rapport de force qui a changé. Voilà. Et la défaite de l'Ukraine annonce tout ça. Voilà. Bien. Attends. Qui ne risque pas de s'écrouler intérieurement, justement, ou bien faire écrouler quelqu'un d'autre pour s'en tirer eux-mêmes, comme l'Europe, par exemple. Non, mais pour le moment,
Non, le nœud aujourd'hui, il est en Ukraine. Il n'est nulle part ailleurs. Est-ce que vous voyez un lieu de conflit où l'OTAN s'oppose au reste du monde, c'est-à-dire au monde des BRICS? Il n'y en a pas. C'est l'Ukraine qui est au cœur de ce conflit, voilà, de ce combat de titans. Voilà. Monsieur Cohen, on va conclure. Juste un petit mot, vite fait, du moins vite fait, vite fait, c'est un bien grand mot, mais juste sur l'actualité et en Palestine, bien sûr, et le conflit, donc avec avec la proposition d'une courte trêve par le mouvement islamique qui aurait été refusée donc par le Hamas. C'est très difficile de se prononcer parce que vraiment, en fait, comment dire, c'est un jeu de poker menteur, voilà, qui me dit que c'est le Hamas qui a refusé pour telle ou telle raison. Il y a énormément de manipulation dans ce truc, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Voilà, c'est ça Et d'ailleurs, pendant un an, on a vu que toutes ces négociations entre le Hamas, Israël, etc., il y a eu beaucoup de jeux de dupes. C'est-à-dire, on allait aboutir, on n'aboutit pas, d'autres conditions arrivent, etc. Donc, on ne peut vraiment pas savoir. Enfin, on n'est jamais sûr des propositions des uns et des autres. Voilà. Qui a refusé, quoi, etc. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai envie de dire, moi, les Palestiniens, ce qu'ils réclament réellement, ce serait plutôt un cessez-le-feu complet et permanent. Bien sûr. Parce qu'en fait, le Hamas, ce qu'il ne veut pas, c'est signer un accord qui dure de quelques jours, libérer les otages ou les échanger, et puis après, ne rien avoir après. Le Hamas s'est toujours opposé à une forme de règlement à court terme. Voilà. Il voudrait un règlement à long terme, qu'il soit stable, etc. Voilà. Et à mon avis, c'est ça ce qu'il cherche. Tout le reste, il y a beaucoup de manipulation médiatique, etc. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, j'avais une dernière petite question ou voilà, un petit mot sur l'anniversaire, justement, la célébration aujourd'hui des 70 ans du déclenchement de la guerre de libération en Algérie. Oui. On a vu un défilé militaire aujourd'hui à Alger. On a vu des délégations. On a vu les présidents, bien sûr, du Maghreb, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie. On a vu Brahim Ghali, le président de la RASD. On a vu aussi d'autres délégations, des chefs d'état-major du Brésil. Tout à l'heure, le monsieur qui est monté, il nous a parlé d'une délégation éthiopienne aussi. Donc, il y avait énormément de délégations qui étaient invitées à cette célébration. Voilà, moi, je voulais juste que vous nous disiez un petit mot sur la célébration de ces 70 ans de la guerre de libération qui avait commencé en 1954. D'accord. Comme par hasard, vous avez cité des pays des BRICS. Voilà. Donc, l'Éthiopie, le Brésil, qui étaient présents, peut-être d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Mais comme par hasard, vous avez cité des pays, soit membres fondateurs des BRICS, soit qui ont adhéré récemment, comme l'Éthiopie. Et donc, probablement, enfin voilà, donc les lignes de fond. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur. Voilà, le combat continue. Voilà, c'est le slogan de mai 70. L'histoire n'a pas de fin. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire, c'est pas comme un film hollywoodien où c'est marqué The End et puis après tout le monde a vécu heureux, ils auront beaucoup d'enfants, etc. L'histoire est un éternel recommencement. Voilà. Il y a des défaites, il y a des victoires, il y a des révolutions, il y a des déceptions et ça continuera comme ça. Voilà, c'est ainsi que ça se passe. Voilà. Ok, très bien. Merci, Monsieur Cohen. C'est moi. Un très bon week-end à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous envoie par mail un lien vers la vidéo. Enfin, vous allez voir, d'accord? Pour la mettre en YouTube, si vous pouvez, d'accord? Ok. Alors, à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup.
Voilà les amis, donc je vais clôturer le live sur YouTube et les autres plateformes. Je voulais juste dire un petit mot. Bientôt, on arrive, donc on est le 1er novembre aujourd'hui, plus que 2 mois avant la fin de l'année et la clôture de la cagnotte mise en place en début d'année pour notre sœur Nabila Kilani, qui fait un travail humanitaire, bien sûr, à Gaza, en Palestine. Donc ce lien est toujours accessible, vous pouvez le retrouver en description de la vidéo YouTube, sur mon compte TikTok, YouTube, vous pouvez le retrouver assez facilement. Pour celles et ceux qui veulent participer, faites un geste, ça ne coûte rien et ça ira directement à notre sœur Nabila Kilani. Voilà les amis, d'ailleurs, juste j'en profite, hein, il est prévu normalement qu'elle intervienne avec nous sur une émission bientôt, je l'espère justement avant la fin de l'année. Comme ça, elle nous expliquera un petit peu ce travail qu'elle fait au quotidien et avec l'aide des associations qui apportent cette aide au quotidien, bien sûr, pour les Gazaouis, les Palestiniens. On connaît ce qu'ils subissent aujourd'hui depuis plus d'un an maintenant, malheureusement, sans cesser le feu à l'heure actuelle. Voilà les amis, excellente soirée à vous et bien sûr, on se donne rendez-vous prochainement avec Jacob Cohen.